Le 2 juin 1985, la police de San Francisco reçoit un appel depuis une scierie où un voleur à la tire a été signalé. Une fois sur les lieux, le suspect, Charles Ng, a pris la fuite. Mais son complice, Leonard Lake, est encore sur place. Lake et Ng forment un duo de tueurs où il y a un dominant et un dominé. L'un ayant des fantasmes pervers et l'autre se soumettant à ces fantasmes. Leonard Lake est appréhendé, mais lors de sa garde à vue, il avale une pilule de cyanure et meurt avant de pouvoir répondre de ses crimes. Lake développe cette obsession de faire des femmes ses esclaves, de les séquestrer quelque part. La police découvre sans tarder que Lake et Ng partagent un terrible secret. Ils sont en fait un duo de tueurs en série, possédant un bunker où ils ont séquestré, violé, torturé et assassiné des hommes, des femmes et des enfants. L'horreur, c'est de voir le calvaire qu'elles ont enduré, de voir de ses yeux une femme supplier et demander si son bébé est en vie. Les deux tueurs en série, Leonard Lake et Charles Ng, ont incarné la pire infamie et sont devenus deux des tueurs les plus sanguinaires. Une série de meurtres a ébranlé le pays et terrorisé les habitants de San Francisco en Californie. En à peine 11 mois, entre juillet 1984 et juin 1985, des amis, des voisins et des familles entières, hommes, femmes et enfants, disparaissent sans laisser de traces. Plus tard, il sera établi que 11 personnes innocentes auront été enlevées puis assassinées. La plupart ont également été torturés et violés par un duo de tueurs en série, Leonard Lake et Charles Ng. Les équipes de tueurs en série constituent un petit quart des affaires de meurtre aux États-Unis. La différence étant que ce duo en particulier, Ng et Lake, a échappé à la police pendant une période assez longue. Ils suivaient ce mode opératoire. Ils répondaient à une annonce, souvent pour du matériel dont ils avaient besoin, et puis ils enlevaient la personne qui opérait la vente. Ils prenaient le matériel, ils utilisaient la femme pour leur plaisir sexuel, et ils en faisaient leur esclave. Et s'il y avait un homme avec elle, eh bien ils le tuaient sans état d'âme. Lorsque les enquêteurs fouillent la cabane des tueurs dans les forêts du nord de la Californie, ils retrouvent ce qu'ils pensent être les dépouilles d'au moins 11 personnes, enterrées dans des tombes sommaires. Ed Erdelatz travaille au département de police de San Francisco à l'époque. J'ai passé 23 ans de ma carrière dans la brigade criminelle à m'occuper d'homicides. Mais cette affaire-là, je n'ai jamais rien vu de si difficile à gérer sur le plan émotionnel. Ils faisaient preuve d'une froideur inconcevable. Ils s'en fichaient, et la façon dont ils traitaient leurs victimes, ces humiliations, ces tortures, c'était un hobby pour eux. L'histoire de ces tueurs en série commence il y a près de 70 ans, en 1945. L'aîné du duo, Leonard Lake, voit le jour à la fin de la Seconde Guerre mondiale. Son enfance est très perturbée. Ses parents travaillaient pour l'US Navy. Ils déménageaient donc très souvent. Les liens familiaux sont très fragiles. Ils boivent beaucoup. Quand il a 6 ans, les parents de Lake se séparent. Lui et sa fratrie partent alors vivre chez leurs grands-parents. Toutefois, sa grand-mère encourage des comportements plus que douteux. Tout commence dans son enfance. Sa propre grand-mère le poussait à prendre des photos de ses sœurs nues. Et j'ai tendance à croire que c'est cela qui lui a donné cette obsession, cette envie de vouloir toujours manipuler les femmes. Dans sa jeunesse, Lake se découvre des pulsions malsaines, très personnelles. Leonard Lake se sentait proche d'un roman de John Fowles, L'Obsédé, un livre de 1963. Et en résumé, ce livre parle d'un employé de banque, Frederick Clegg, qui collectionne les papillons.
Puis, pour quelque raison, il se découvre tout à coup une fixation pour une femme, Miranda. Puis, il décide de l'enlever. Tout cela pour qu'elle intègre sa collection de papillons. Lake développe cette obsession de faire des femmes ses esclaves, de les garder dans un bunker qu'il se construira afin de survivre à une guerre nucléaire. En 1965, à l'âge de 19 ans, Lake s'engage dans l'armée et partira 2 fois pour le Vietnam en tant qu'opérateur radar. Je pense que c'est ce qui l'a fait basculer, le fait qu'il ait pu se retrouver dans des situations de combat réels. Et il a dû craquer. Voilà ce qui a fait de lui, il faut le dire, ce tueur des plus violents. En 1971, les médecins découvrent des troubles schizoïdes chez Lake et lui font réintégrer la vie civile. Il revient à San Francisco où il se met à explorer ses sombres fantasmes. Il s'est marié à San Francisco en 1975. Sa femme a fini par ne plus le supporter en raison des films pornographiques amateurs qu'il tournait. Du sadomasochisme, du bondage, sa femme en était très affectée et a pris la décision de le mettre à la porte. En 1977, résidant toujours dans la baie de San Francisco, Lake rencontre sa 2e femme. Il la surnomme Cricket et elle se prête à ses jeux atypiques. Cricket participait activement à ces films porno et elle figure dans bon nombre d'entre eux. C'est courant chez les hommes violents. Ils ne le sont pas en permanence. Ils savent vous charmer, vous manipuler, et ils sont capables de pousser les gens dont ils aimeraient le soutien à les croire. Plus jeune de 15 ans, Charles Ng ne semble en rien destiné à se lier à Lake. Charles Ng est né à Hong Kong en 1960. Il est le fils d'un riche homme d'affaires chinois, un homme très dur. Et l'un des travers de Ng était la kleptomanie. Il volait. Et s'il volait, c'était pour se sentir mieux, se rassurer. Et il le faisait très souvent. C'est à l'âge de 15 ans que Ng est envoyé en pension en Angleterre. Mais c'est un échec. La famille de Charles Ng avait toujours honte de lui. Il passait donc d'une école à une autre et a fini dans un internat du Yorkshire où son attitude ne s'est pas améliorée. Sur le plan scolaire, il s'en sortait bien au début. C'était un enfant plutôt brillant. En revanche, il continuait de voler, de semer la pagaille et je dirais qu'il y prenait du plaisir. En 1978, à 18 ans, Ng part pour les États-Unis grâce à un visa étudiant. Il emménage en Californie pour ses études, mais s'attire très vite des ennuis et est impliqué dans un délit de fuite. Cela se passe en octobre 1979. Il se fait arrêter et se voit contraint d'assumer son délit. Puis, 1 an plus tard, comme par enchantement, ce citoyen britannique né à Hong Kong ment sur sa nationalité et parvient à s'enrôler dans le corps des Marines. Mais il ne lui faut pas plus d'1 an pour retrouver ses mauvaises habitudes. En 1982, il a alors 22 ans. Ng se fait arrêter pour avoir volé des explosifs. Charles Ng est condamné à 14 ans de prison militaire à Hawaï. C'est lors de ce séjour en prison que Ng tisse un lien particulier avec Leonard Lake. C'est lors de son séjour en prison que Ng est tombé sur ce magazine dans lequel Leonard Lake avait posté une annonce, à laquelle Ng a répondu. C'est donc un pur fruit du hasard. On en vient à se demander ce qui se serait passé s'il n'avait pas lu ce magazine en particulier, s'ils s'étaient trouvés ailleurs ce jour-là. Or, ils se sont rencontrés et ont laissé libre cours à leur pulsion. L'annonce de Lake, consistant en une vente d'armes, apparaît donc comme la base de leur amitié. Comme bien souvent, les armes exercent une certaine fascination chez beaucoup de gens. Cela vient souvent d'un sentiment d'insécurité. Les armes leur octroieraient un sentiment de pouvoir. Ce qui les a rapprochés, selon moi, c'est cette fascination pour les armes. Les détails restent flous, mais Ng parvient à rester en contact avec Lake, qui endosse le rôle de mentor
auprès de ce futur meurtrier. Ing a dû trouver en lui une sorte de père de substitution, quelqu'un qui le comprenait. Il était assez influençable pour se laisser charmer par un homme plus fort, plus âgé, ce que Lake représentait assurément. Charles Ing parvient à s'évader du centre de détention militaire au début de l'année 1983. Et s'il s'évade, s'il déserte, c'est pour rejoindre Lake, qui vivait alors dans un mobil-home en Californie du Nord. Toutefois, l'étau se resserre. Une équipe d'intervention surgit d'un hélicoptère et investit le mobil-home pour arrêter Charles Ing. Ils font alors une découverte qui compromettra également Lake, des armes illégales. Mais Lake est libéré sous caution et part se cacher en Californie. Son ami Ing, quant à lui, est incarcéré à la prison d'État du Kansas, à Leavenworth. Après 18 mois de peine, Ing est renvoyé sans les honneurs et relâché en 1984. Cette même année, les deux amis se retrouvent. Charles Ing s'installe alors dans la ferme isolée de Lake, dans les terres sauvages du nord de la Californie. C'est la combinaison de leurs deux personnalités qui a fait de la redoutable machine à tuer qu'ils sont devenus. C'est là que Ing et Lake s'avouent leur fantasme malsain et commencent à échafauder une tuerie effroyable qui ciblera des hommes, des femmes et même des enfants à un rythme effréné. Sur ce terrain de presque 1 hectare, Lake s'est construit un bunker souterrain qui leur servira de base d'opération pour ces meurtres. C'était dans le comté de Calaveras, à l'est de San Francisco. L'endroit où Lake avait préparé le donjon qu'il avait toujours désiré pour son opération Miranda, et où Ing est venu le rejoindre. Suivant le fanatisme de Lake pour le roman L'Obsédé, les deux hommes s'apprêtent à assouvir les fantasmes macabres de Leonard Lake, qu'il appelle l'opération Miranda. C'était ce plan, selon lequel il devait devenir l'unique père de tous les enfants du monde après qu'il se soit terré dans son abri, avec toutes ses esclaves sexuelles, pour survivre à une apocalypse nucléaire. C'est ce qu'il mettait en place avec Ing. Et c'est ce dont il avait toujours rêvé pendant 20 ans avant même de rencontrer ce dernier. Leur objectif consistait à capturer la femme idéale, l'emprisonner pour faire d'elle leur esclave sexuelle jusqu'à ce qu'ils se lassent d'elle et qu'ils finissent par la tuer. Mais avec Ing et Lake, ce massacre va bien au-delà du simple meurtre, bien au-delà de la sexualité. Cela implique des tortures, des photographies de toutes les victimes. En somme, un film d'horreur que même les scénaristes d'Hollywood n'imagineraient pas. Ing débarque et, en un sens, ils attisent le fantasme, car ils commencent à se dire que ce dont ils auraient besoin, ce serait de nombreux enfants pour repeupler la Terre et rendre le monde meilleur. Une sorte d'ingénierie sociale basée sur des méthodes bizarres. Ing était très timide, en vérité. Il n'aurait jamais pu faire ça tout seul. Mais il rejoint l'entreprise avec enthousiasme, afin d'assumer une sexualité que sa timidité rendait impossible. Le 25 juillet 1984, le plan morbide de Lake et Ing commence. Deborah Dobbs serait la première femme qu'ils enlèvent et réduisent en esclavage. Le duo la tuera, elle, son époux Harvey, ainsi que leur petit garçon de 16 mois, Sean. Après avoir répondu à une annonce pour des appareils vidéo, Lake et Ing se rendent à leur appartement de San Francisco. Très rapidement, ils tuent Harvey, puis le bébé. Lake et Ing enlèvent alors Deborah, 33 ans, avant de la ramener à leur bunker souterrain. En ce qui concerne la famille Dobbs, ils se sont emparés de tout leur matériel photographique. Monsieur Dobbs était un photographe semi-professionnel. Ils ont enlevé sa femme et ils l'ont violée. C'est à Wilseyville, dans le comté de Calaveras, que Lake et Ing gardent Deborah captive. Leur mode opératoire se définit ainsi. Ces hommes brutaux torturent, déshonorent et humilient Deborah.
Ils feront ensuite subir le même sort infâme à toutes leurs victimes féminines. Les femmes doivent se déshabiller. Ils leur disent de coopérer, sans quoi ils les tueront. Ils se fabriquent un miroir sans teint pour la regarder. Elle devient littéralement un spécimen dont ils pourront abuser, qu'ils violent évidemment, qu'ils emprisonnent et, encore plus terrifiant, ils filment le tout. Ils filment son calvaire. Ils lui font subir des humiliations toutes plus affreuses les unes que les autres pendant plusieurs semaines. Ils utilisent une technique particulière pour ligoter leurs victimes. Ils les ligotaient aux poignets, aux chevilles et au cou, en les laissant face contre terre, les jambes pliées. Si elles cherchaient à allonger les jambes, une pression s'opérait sur le cou. C'est donc une méthode d'immobilisation des plus vicieuses qui est très douloureuse et particulièrement cruelle. Lake semble adopter le rôle de dominant dans le duo. C'est assez évident que c'est Lake qui donne les ordres, qui dit à Charlie quoi faire. Et si celui-ci ne le fait pas assez rapidement, Lake le rappelle à l'ordre. Mais Ing participe de son plein gré. Je pense que Ing avait toujours eu ses fantasmes de violence et qu'il voulait y prendre part dans une certaine mesure. Il en avait désormais la possibilité et avait quelqu'un à suivre. Lake et Ing forment un duo de tueurs où il y a un dominant et un dominé, l'un ayant des fantasmes pervers et l'autre se soumettant à ces fantasmes. Les deux hommes éprouvent une satisfaction indicible de l'horreur qu'ils infligent à ces innocentes. Souvent, les victimes d'enlèvement vont chercher à s'identifier à leurs ravisseurs. Elles vont essayer de tisser un lien. Elles vont partager des informations personnelles. Mais cela n'aurait jamais fonctionné avec eux car ils étaient vides émotionnellement. Après plusieurs semaines de torture, Lake et Ing exécutent Deborah d'une balle. La vie n'a aucun sens pour eux. À l'instant précis du meurtre, ils ne réalisent même pas qu'ils ont un être humain devant eux. Cela joue sur les peurs les plus profondes chez une femme de se voir si simplement soumise, humiliée, abusée. Elle ne devient plus qu'une chose pour ces deux hommes. Puis il se lasse et la tue. Cependant, ces tueurs assoiffés de sang ne se limitent pas à l'esclavage et au meurtre des femmes entrant dans l'opération Miranda. Lake et Ing s'en prennent aussi à des hommes célibataires. Lake, censé être en conditionnel et vivant désormais caché, ils se mettent à tuer des hommes au hasard, leur volant leur argent, leur permis de conduire et leur identité. L'un d'eux s'appelle Randy Jacobson, un chômeur de 34 ans qui a déposé une petite annonce pour vendre sa camionnette. La plupart des meurtres ont eu lieu à Calaveras, mais presque toutes les victimes vivaient à San Francisco. Elles se faisaient soit enlever, soit ils les attiraient jusqu'à Calaveras par un quelconque moyen, à travers une offre d'emploi ou n'importe quoi d'autre. Ensuite, ils les tuaient sans scrupule, avant de s'emparer de leur numéro de sécurité sociale. En octobre 1984, peu après que Leonard Lake réponde à son annonce, Randy Jacobson disparaît. Et durant cette même période, Donald Giulietti, 38 ans, répond lui aussi à une annonce, postée cette fois-ci par Charles Ing, proposant des rapports sexuels gratuits. Ce DJ de San Francisco y répond et sera retrouvé mort à son domicile. On lui est tiré dessus 3 fois. Le colocataire de Donald identifiera plus tard Charles Ing comme le meurtrier. À la fin de l'année 1984, 6 mois après le début de l'opération Miranda, la soif de violence de Ing et Lake ne connaît plus aucune limite. Ils formaient le pire duo qu'on pouvait imaginer. Je pense qu'ils se galvanisaient l'un l'autre. Ils prenaient tous les deux du plaisir et sans doute que le fait d'avoir œuvré de concert augmentait le plaisir de façon exponentielle. Ils finissent par s'ennuyer. Leurs voisins deviennent donc leur cible. Mais bien sûr, ce sont des gens qui ont des familles, des amis, des employeurs, qui vont se poser des questions, qui préviendront les autorités. Mais ils se sentent alors déjà invincibles. Ils croient qu'ils s'en sortiront toujours.
Ils faisaient ce truc hallucinant. Avant de tuer une femme, si cette femme avait des liens comme un emploi, un mari, ils la forçaient à rédiger une lettre expliquant qu'elle laissait tout tomber, qu'elle recommençait dans une autre ville et ne reviendrait jamais, et il l'envoyait à son patron, à ses amis, à son époux, pour qu'il n'envisage pas un enlèvement ni même un meurtre. Tout cela, c'est un exemple de leur prudence. En avril 1985, Lake et Ing ont besoin d'une autre femme pour satisfaire leurs envies malsaines et continuer l'opération Miranda. Cette fois-ci, leurs victimes ne seront que des cibles opportunistes. Leur voisine, Brenda O'Connor, son conjoint Lonnie Bond et leur fils de 1 an, Lonnie Jr. On pense que Bond, O'Connor et leur fils ont été invités chez Lake et Ing, où ces derniers se sont très vite débarrassés du père et du fils. Ils les ont tués, puis ont fait de Brenda O'Connor leur prisonnière. Après des semaines de torture, ils tuent Brenda O'Connor. Le 2 juin 1985, San Francisco, en Californie. Pendant 11 mois, Leonard Lake et Charles Ing ont assouvi leurs fantasmes les plus pervers. Ils enlèvent, violent, torturent et tuent leurs victimes. Mais en ce jour fatidique, les deux hommes se rendent à un magasin de bricolage afin d'acheter du matériel pour leurs activités atroces. C'est alors que Charles Ing est pris en flagrant délit de vol dans le magasin, ce qui marquera le début de la fin. La police est désormais sur leurs traces. Charles Ing prend la fuite et abandonne littéralement son complice. Il ne pense plus qu'à sa propre survie désormais. Ing s'est enfui et Lake est resté pour essayer de désamorcer la situation. Puis un agent de police de San Francisco a fouillé leur véhicule pour reprendre l'objet volé et a trouvé une arme à feu à l'arrière. L'arme à feu en question est équipée d'un silencieux illégal. La curiosité des policiers est piquée au vif. Ils interpellent Leonard Lake. Lake s'est alors trouvé dans une situation très délicate. Et je pense qu'il savait que la vérité allait éclater. À son arrivée au poste de police, il a demandé du papier et un stylo. Et en tant qu'enquêteur, on se dit qu'il est prêt à tout avouer. Donc on se dépêche de lui trouver ça. Mais à son retour, l'agent l'a trouvé par terre, mort. Ce que la police ignore à ce moment-là, c'est que Lake a réagi avant que son secret ne soit dévoilé. Lake voulait éviter la chaise électrique. Il avait pris des précautions et s'était procuré des capsules de cyanure s'il venait à se faire prendre. Il les avait cousues dans sa veste. Leonard Lake avait prévu de se suicider s'il tombait. Il était l'auteur d'actes ignobles et il ne voulait surtout pas devoir faire face aux conséquences. Il était donc prêt et ne se séparait jamais de ses capsules de cyanure. Lake est mort, mais son complice Ing est en cavale. Le FBI et Interpol lancent des mandats nationaux et internationaux pour le retrouver. Ils en profitent également pour relever la plaque d'immatriculation du véhicule que Leonard Lake a laissé devant la quincaillerie. Après le suicide de Lake, les enquêteurs se sont mis à fouiller et tout leur est apparu peu à peu. Ils ont découvert que la plaque de la voiture n'était pas la bonne, qu'elle appartenait à Paul Costner. Paul Costner habitait à San Francisco, près de la marina. Et la dernière fois qu'on l'avait vu, c'était après être parti de chez lui pour rencontrer un acheteur pour sa voiture et lui faire essayer le véhicule. On ne l'a plus jamais revu ensuite. Les analyses scientifiques de ce véhicule révéleront un impact de balle dans le toit, à l'avant. Des taches de sang sont également visibles à cet endroit. Par ailleurs, la police trouve le permis de conduire d'un autre habitant de San Francisco, lui aussi disparu. La brigade chargée des disparitions à San Francisco a immédiatement été prévenue. Les inspecteurs Irene Brown et Tom Eisenman ont donc été chargés de l'affaire. Notez bien que, à ce moment-là, on ne parlait pas encore d'homicide.
Toujours à l'intérieur du même véhicule, la police retrouve une facture d'électricité au nom de l'ex-femme de Lake, à une adresse dans le comté de Calaveras, en Californie du Nord. Les inspecteurs s'empressent donc d'aller l'interroger à ce propos, ce qui les mène à un chalet au milieu d'une ferme dans les bois à 240 km à l'est de San Francisco. Ils ne savent pas encore à quoi s'attendre, mais ont été alertés de plusieurs disparitions dans la région, dont une particulièrement intrigante. On avait déjà signalé des disparitions qui étaient assez inhabituelles. Il y avait notamment la famille Dobbs. 3 personnes qui avaient disparu de façon assez mystérieuse. À l'intérieur du chalet, ils remarquent des trous sur les barreaux d'un lit et dans le sol pour des cordes, semble-t-il. Mais les découvertes d'Irene Brown et Tom Eisenman ne s'arrêtent pas là. Irene Brown a vu un magnétoscope et d'autres appareils électroniques qu'elle a trouvés assez similaires à ce qui avait disparu chez les Dobbs. En vérifiant les numéros de série, elle a fini par comprendre. Elle venait seulement de faire le rapprochement entre Lake, Ing et la voiture de Paul Cosner. Mais elle venait également de relier la famille Dobbs à ce mystère. Ce sont probablement les premières victimes de l'opération Miranda. La famille Dobbs a disparu 11 mois plus tôt, assassinée par Lake et Ing. Et tandis que les preuves de leurs méfaits s'accumulent toujours plus, l'affaire prend une tournure encore plus morbide. Avant que les premiers enquêteurs ne trouvent le chalet, il n'y avait aucun lien possible avec la famille Dobbs. Une fois ce lien établi, alors ils se sont retrouvés avec 4 meurtres potentiels. Ce qui a démarré comme un simple vol à l'étalage se termine en une affaire de meurtre en série, dont Leonard Lake et son complice Charles Ing sont les principaux suspects. C'est à partir de là que l'affaire a été transférée à la brigade criminelle. Avec mon partenaire Jeff Brush, nous nous sommes retrouvés à la tête d'une équipe d'environ 20 inspecteurs de San Francisco. Le 5 juin 1985, une équipe d'agents issus de San Francisco et du comté de Calaveras retourne fouiller le chalet dans les bois. Seulement 3 jours se sont écoulés depuis le suicide de Lake et la fuite de Ing. La police est arrivée à ce chalet, où elle a commencé à faire des découvertes absolument terrifiantes. Après avoir obtenu un mandat, ils fouillent le bunker souterrain, abri anti-atomique de fortune, situé près du chalet. Il était construit à flanc de colline. Et dans l'entrée de ce bunker, il y avait une sorte d'atelier rempli de toutes sortes d'outils. Accrochés au mur, 21 photos de jeunes femmes plus ou moins nues. Au fond de l'atelier, les enquêteurs découvrent une pièce secrète qui renferme une autre surprise effroyable. Il y avait cette espèce de geôle qu'ils avaient installée à l'arrière du bunker. Et ce n'est que plus tard que nous avons appris qu'ils y gardaient les femmes quelque temps avant de les tuer. Ils ont trouvé ce donjon et la pièce secrète derrière le mur, avec le miroir sans teint et l'endroit où les femmes étaient captives. La police examine minutieusement la zone de près d'1 hectare qui servait de terrain de jeu aux 2 hommes. Ils ont déterré 2 bidons d'environ 20 litres. L'un contenait des papiers d'identité, du bric-à-brac, appartenant à presque 25 personnes signalées disparues. Le second renfermait les journaux de Lake de 1983 et 1984 et les vidéos de ses victimes. Les vidéos très crues montrent en détail toute la perversité dans laquelle Lake et Ing baignaient. On voit toute l'intensité de la peur sur le visage des victimes, ce qui devait les exciter. La tuerie atteint un niveau supérieur, terrifiant. Pourquoi enregistrer cela? Ces vidéos sont vraiment trop dérangeantes. Brenda O'Connor avait un petit bébé. Sur la cassette, elle est folle d'inquiétude. Elle n'arrête pas de demander à Leonard Lake et Charles Ing « Qu'avez-vous fait de mon bébé? Où est mon bébé ?» C'est vraiment difficile à regarder. Mais ce n'est pas tout.
En creusant sur la propriété, les enquêteurs font une horrible découverte. Des restes humains. Mon partenaire, Jeff Brush, lui, restait principalement à Calaveras où il aidait les inspecteurs. Car ce qu'il faisait à ce stade de l'enquête, c'était révéler des preuves enfouies. Nous savons bien sûr que les journaux, le pistolet et les vidéos avaient été enterrés. Et c'est ce qui les a conduits à trouver d'autres corps. On voit une évolution dans la tuerie. Au départ, ils sont très organisés. Ils appliquent les règles qu'ils se sont imposées. Mais sur la fin, ils se montrent plus impatients, plus maladroits. Et de là, on parvient à identifier certaines victimes à partir des preuves qu'ils ont laissées. C'est dans des tombes sommaires que les enquêteurs retrouvent au moins 11 corps, ainsi que des restes qui suggèrent l'existence d'un 12e corps. Lake et Ing se sont débarrassés de toutes les preuves qui peuvent les conduire à eux. Ing et Lake ont caché tout ce que le chalet de leurs voisins contenait dans la fosse qu'ils ont ensuite refermée. Ils voulaient faire croire aux autorités que Brenda O'Connor, la femme avec son bébé, son petit ami et un ami, Scott Stapley, avaient quitté la région pour changer de vie. Les inspecteurs commencent à identifier les victimes tout en cherchant à déterminer les causes de leur mort. Ils les tuaient par balle. Par ailleurs, en plus d'enterrer les corps, ils les découpaient, puis les empilaient avant de les brûler. Ce que les agents qui fouillaient Calaveras trouvaient le plus, c'était des petits bouts d'os qui avaient été incinérés. Je pense qu'ils faisaient un grand bûcher, et donc dans certains cas, ce n'était pas très évident de bien déterminer quelles étaient les causes du décès, car les corps étaient complètement brûlés et découpés. C'est un total de 20 kilos de restes calcinés que la police retrouve, appartenant à au moins 11 victimes, assassinées pendant ces 11 mois. On compte 6 hommes, 3 femmes et 2 bébés. Tous ont été identifiés. Ce qu'il y a de plus particulier chez Ing et Lake, c'est qu'ils auraient donné une partie des corps de leurs victimes à manger à leurs poules, entre autres. Et c'est assez logique en termes de perversité. Quand on brûle un corps, il ne reste principalement que des os qui, une fois écrasés, peuvent être consommés par des poules. Maintenant que les enquêteurs sont au courant des crimes ignobles commis par Lake et Ing dans leur folie, ils doivent attraper le tueur en série, Charles Ing. Ing a pris la fuite et a passé la frontière canadienne pour rejoindre Calgary, où vivait sa sœur. Leonard Lake s'est suicidé. Mais son complice dans cette affaire, Charles Ing, vit encore. Et la police tient plus que tout à l'arrêter. La poursuite ne durera pas longtemps. Après une cavale de près de 2000 km et moins d'1 mois après avoir fui San Francisco, Ing cède une nouvelle fois à sa kleptomanie. Un acte qui, cette fois, le conduira à sa perte. 6 juillet 1985, Calgary, au Canada. L'étau se resserre sur Charles Ing. D'après des informations données au FBI par l'un de ses associés, nous pensions qu'il avait pu traverser la frontière du Canada. Nous avons donc envoyé des avis de recherche là-bas. Le FBI a des bureaux dans ce pays. Quand quelqu'un comme Ing se réfugie là-bas, le FBI peut rebondir très rapidement. Moins d'1 mois après avoir fui la baie de San Francisco, Charles Ing cède fatalement à l'une de ses pulsions. Ce problème de kleptomanie, qui s'est développé durant son enfance, ne s'est pas envolé à l'âge adulte. Et c'est même cette manie qui, finalement, a permis aux autorités d'attraper Ing et de le mener devant la justice. C'en est presque pathétique. Tout ce qu'il voulait, c'était voler du saumon en boîte dans un supermarché. Les agents de sécurité l'ont abordé, il était armé, il a sorti un pistolet et a tiré sur un des employés. Cet agent de sécurité parvient à l'immobiliser jusqu'à l'arrivée de la police, même après avoir été blessé à la main. Ing est appréhendé. Et c'est presque immédiatement qu'ils se rendent compte qu'ils détiennent l'homme que la justice américaine recherche. Mais en raison de procédures longues, Ing ne sera pas extradé aux États-Unis avant des années.
Ing était aussi un criminel au Canada, et en tant que délinquant, il devait donc faire face à la justice canadienne avant que le pays ne se décide à le renvoyer aux États-Unis. Charles Ing est condamné à 4 ans et demi de prison pour tentative de meurtre et vol à l'étalage. Tandis qu'il purge sa peine au Canada, il se bat bec et ongles pour éviter l'extradition. Ing savait comment tourner le procès à son avantage. Il a même dit à un de ses codétenus, si je me souviens bien, qu'il lui suffisait de renvoyer son avocat pour ralentir le processus. Et il a joué cette carte plusieurs fois, ce qui lui a permis de rester dans cette prison canadienne. En analysant le comportement de Ing face à tous ses chefs d'accusation, c'est moi, moi, moi. Il ne pense qu'à lui. Il cherche à éviter l'extradition. Il veut même ajouter une sorte de suspense dans cette affaire. Mais voilà qu'il est incarcéré. Il perd donc le contrôle sur beaucoup d'aspects de sa vie et il s'accrochera à ses derniers vestiges de pouvoir. S'il peut contrôler certaines choses, il ne s'en privera pas. Et en 1991, 6 ans plus tard, Ing est enfin renvoyé en Californie pour répondre de ses crimes et de ceux de son complice, Leonard Lake. Avec le temps, il est devenu très au fait du droit, des lois, et il se lance dans une série de joutes contre la justice de l'État de Californie. Son comportement est on ne peut plus arrogant et narcissique. Il se plaint sans cesse de la longueur des trajets jusqu'au tribunal. Il se plaint de la nourriture et de tout un tas d'autres choses qu'on devrait lui accorder selon lui. Qu'on le prive de ses droits. C'est donc quelqu'un qui ne verra jamais rien d'autre que son nombril. En Californie, Charles Ing cumule les procédures et parviendra à éviter le tribunal pendant encore 7 longues années. Ça a pris un temps fou. C'était long pour les familles. C'était extrêmement frustrant. Il n'a absolument rien fait pour faciliter la tâche des employés de la prison. Il a fait vivre un véritable cauchemar à ses avocats et aux personnes impliquées dans l'affaire. Quand Charles Ing comparaît enfin devant la justice en octobre 1998, Leonard Lake est mort depuis déjà 13 ans. Mais celui-ci a laissé plusieurs carnets écrits de sa main et retrouvés sur les lieux du crime. Après les avoir décodés, les enquêteurs sont persuadés que Lake aurait commis plusieurs meurtres seul. Bon nombre de ces actes étaient décrits en code. Il avait donné des noms de code à des meurtres prévus ou à d'autres crimes. Il y en avait un, le poisson, Opération Poisson. Et nous avons fini par en conclure que, en plus des femmes que Lake et Ing avaient enlevées et violées, il restait des affaires. Plusieurs meurtres perpétrés par Leonard Lake bien avant la rencontre de ces deux hommes et leur tuerie étalée sur 11 mois. Agissant seul, Lake aurait tué son frère au début de l'année 1983. Donald Lake a disparu en avril de cette même année. Son témoin, Charles Gunnar, a disparu en 1983 lui aussi, mais la date exacte de sa mort reste un mystère. Mais tout juste un mois avant le procès de Ing, en septembre 1998, le corps de Charles Gunnar est retrouvé sur l'ancienne propriété de Lake, 15 ans après les faits. Nous avons effectivement trouvé, et un peu par hasard, c'est vrai, le corps de Charles Gunnar près du chalet. Je crois que c'était une compagnie téléphonique ou du gaz et de l'électricité qui, lors de travaux sur les lignes, a découvert la tombe de Charles Gunnar. Mort depuis longtemps, Lake ne répondra jamais de ses crimes. Mais ce ne sera pas le cas de son complice, Charles Ing. Le 26 octobre 1998, au tribunal de Santa Ana, au sud de la Californie, 14 ans après les meurtres en série, Ing passe enfin devant les juges. Et pour s'assurer de sa condamnation, c'est un camion plein à craquer de preuves que les autorités font venir de Calaveras, à 650 km, jusque dans le comté d'Orange. La police ayant trouvé ce qu'ils détermineront être 12 corps calcinés, Ing comparaît pour 12 meurtres. Les preuves étaient si accablantes. Surtout quand on le voit sur ces vidéos avec la plupart de ses victimes, à qui il dit qu'il va les tuer.
Sans même parler des autres preuves que nous avions, on tenait un dossier en béton. J'ai témoigné lors de ce procès. Pour tout dire, il ne m'a jamais regardé et je ne l'ai jamais vu croiser le regard de qui que ce soit d'autre. Il baissait les yeux. Et en février 1999, presque 17 ans après les nombreux meurtres de ces deux tueurs en série, Charles Ng est jugé coupable de 11 homicides. Le jury le déclare coupable d'avoir assassiné 6 hommes, 3 femmes et 2 enfants en bas âge. Le 12e corps les laisse dans l'impasse, les preuves n'étant pas suffisantes pour accuser Ng. Il a été accusé de 11 meurtres, dont 2 enfants en bas âge, 3 femmes et 6 hommes. Ng a été condamné à mort, mais il attend toujours son exécution à San Quentin. Si un jour ça arrive, ça, personne ne le sait. Mais c'est là-bas qu'il est enfermé. Au moins, il est en cellule. Je ne pense pas qu'il ressortira. Plus de 30 ans après cette série de meurtres, les souvenirs des actes perpétrés par le duo Leonard Lake et Charles Ng hantent encore les inspecteurs qui étaient chargés de l'affaire. Je pense qu'on s'endurcit avec le temps. Mais quand on a affaire à des enfants ou des bébés, des innocents dont on a profité de la faiblesse et qu'on a enlevés, et puis de voir le calvaire qu'elles ont enduré, de voir de ses yeux une femme supplier et demander si son bébé est en vie, tout ça c'est trop inhabituel et très difficile à encaisser. Quand je repense à l'affaire Lake et Ng, je vois une rencontre entre 2 esprits hautement perturbés qui, ensemble, se sont créés cette réalité alternative perverse. Mais le pire, c'est que ces 2-là n'étaient pas fous. Ils ne déliraient pas, ils savaient exactement ce qu'ils faisaient, et cela ne les a pas arrêtés. Et de penser que quelqu'un puisse décider consciemment d'agir ainsi me donne des frissons. Heureusement qu'il y a eu cet incident de vol à l'étalage. C'est vraiment ce qui a pu provoquer cet effet domino et les a mis sur leurs traces. Sinon, ils seraient peut-être encore en liberté. Le suicide de Leonard Lake et la condamnation de Charles Ng ont permis de mettre un terme à cette série de meurtres. Espérons que les leçons qu'en a tirées la police lui permettront d'arrêter et de faire condamner les futurs duos assassins avant qu'ils ne rejoignent les rangs des tueurs les plus sanguinaires de la planète.